Bonjour mes amis, nous voici à nouveau réunis pour une nouvelle émission de Face à Face. Vous êtes tous sur cette chaîne passionnés d'ufologie. Vous avez tous entendu parler de bêtes extraordinaires avec des capacités et des dons hors du commun. Comme par exemple, en ce moment, celle dont on parle le plus, évidemment, c'est la bête du ranch de l'Utah, où ils sont associés de nombreux phénomènes ovnis, poltergeist, paranormaux. Il y a aussi ces étranges bêtes découvertes mortes qui ne ressemblent à aucune autre sur des routes avec des apparitions d'ovnis ou du bétail mutilé partout dans le monde. Vous connaissez tous ma passion pour l'histoire. J'aime étudier les faits étranges dans l'histoire car ils offrent plusieurs avantages. Le premier est que c'est très bien documenté, très bien répertorié et les sources souvent citées. Mais cela ne s'arrête pas là au niveau des avantages. Car aujourd'hui, il y a une telle profusion d'informations sur le net que vous ne savez plus si une information est réelle ou s'il s'agit encore d'un stratagème pour se faire de l'argent. Je rappelle à tous que beaucoup de chaînes n'ont qu'un seul but, non pas celui de vous informer, mais de faire de l'argent. Évidemment, pour ce faire, il faut un petit peu publier des choses un peu olé olé, pas des choses très sérieuses. Sachez pour votre information que en moyenne, 1000 vues sur YouTube rapportent 1 euro. C'est pas tout à fait un rapport exact, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a aussi les chaînes, comme je le dénonçais dans une émission récente, qui font payer leurs invités pour qu'elles puissent passer dans leur émission. Je ne compte pas ensuite le nombre impressionnant de demandes de dons, d'abonnements pour subvenir à ces chaînes. Alors à cause de tout cela, il faut être très méfiant sur le contenu des diverses informations que l'on peut lire sur le net. Il n'y a rien de tout cela dans l'histoire, bien au contraire. Les personnes ne racontaient pas des choses dans le but de se faire de l'argent. Pire, pour certains témoignages, elles risquaient même leur vie et un procès en sorcellerie. L'Inquisition et sa pensée unique veillaient. Et gare à ceux qui s'en éloignaient. Déjà l'été dernier, je vous relatais très rapidement dans mon émission conférence les similitudes que j'avais notées dans la bête du ranch de l'Utah et la bête du Gévaudan ayant sévi au XVIIIe siècle en France. Mais il y a bien d'autres bêtes mystérieuses sur l'ensemble de la planète. Il m'aurait fallu un travail de recherche immense pour vous en faire une émission sérieuse, mais aussi originale, par rapport à ce qui a été déjà écrit sur ces bêtes. Mais inutile, car il vient de sortir un livre de quelqu'un que vous adorez sur ma chaîne, Monsieur Philippe Palem. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous rappelle l'émission que nous avons fait ensemble, qui s'intitule sur cette même chaîne Apparition mariale et ufologie, que je vous remets dans le descriptif de la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Comme dans son livre précédent, alors cette vidéo traitait de ce livre-là, Voyage dans les mondes obscurs. Philippe Palem a non seulement fait un travail de recherche extraordinaire sur ces bêtes qu'il appelle de l'ultramonde, mais aussi s'est livré à un exercice des plus difficiles. Revêtir un habit de détective et relever comme s'il était remonté dans le temps à des enquêtes minutieuses grâce à l'énorme somme de documents disponibles pour enfin essayer de percer le mystère de ces bêtes. Et le tome 1 de des bêtes tueuses de l'ultramonde vient de paraître dans une collection formidable, donc on attend la 2. Et pour discuter avec Philippe Palem, on va avoir droit à un 3e qui a déjà trouvé le titre. Les ovnis de Lucifer, ça va être géant.
Alors, pour aller plus loin, pour revenir à nos moutons, il faut savoir de quoi on parle. Car beaucoup d'inepties ont été écrites, et encore de nos jours, hélas, sur ces phénomènes. Alors, bien entendu, ici, le sujet n'est pas de spolier le livre de Philippe Palem, mais de vous donner l'envie de l'acheter. De toute façon, c'est impossible à spolier, il fait près de 300 pages, et il y a une telle somme là-dedans qu'il faut vraiment que vous l'achetiez. Pour la sortie du tome 2, on fera certainement l'émission avec Philippe, avec qui j'ai l'honneur d'échanger régulièrement. Cet homme est merveilleux et doué d'un sens de la déduction et de l'analyse hors du commun. Vous êtes très nombreux à m'avoir fait confiance et acheté son livre sur les apparitions mariales. Vous êtes tout aussi nombreux à m'avoir dit que c'était un des meilleurs livres que vous n'aviez jamais lu. Perso, je le pense également, et je ne saurais que conseiller à ceux qui ne l'ont pas encore lu de le faire. Mais revenons à nos bêtes de l'ultramonde. Elles ont été nombreuses à jalonner l'histoire partout dans le monde, justement. On va dans un premier temps se limiter à la France. Et surtout à l'étude d'une bête dont vous avez tous entendu parler, la bête du Gévaudan. Avant celle-ci, de nombreuses bêtes ont jalonné l'histoire de France qui sont relatées dans ce livre. La bête du Calvados, dans la forêt de Singlet, la bête du Gâtinais, de l'Yvelines, du Bayeux, la bête de l'Orléanais, du Bénais, du Lyonnais, la bête de Tracy, et bien d'autres. Ça, c'était avant la bête de Gévaudan. Après, il y en a eu bien d'autres aussi, comme tout récemment, la dernière, la bête des Vosges. Alors, un peu de géographie pour commencer. Le Gévaudan est situé aux confins du Languedoc et de l'Auvergne. C'est une région qui présente une forte concentration de monuments mégalithiques tels que les menhirs et les dolmens. C'est même, tenez-vous bien, la deuxième concentration de ces monuments en Europe. Y a-t-il un lien? Il y a de nombreux écrits sur la bête du Gévaudan, mais hélas, tous sont très limités dans les déductions. La particularité du livre de Philippe Palem est de non seulement nous replonger comme si nous étions en plein XVIIIe siècle, mais également d'enquêter sur des faits qui peuvent paraître anodins quand on les relate, mais qui revêtent en fait d'une importance capitale si on les étudie de plus près. Car pour ceux qui ne connaissent que le nom de la bête du Gévaudan, il ne s'agit pas d'un vulgaire gros loup qui a tué des centaines de personnes et qu'on a abattu à la fin. Avec le livre de Philippe Palem, on va découvrir qu'il ne peut s'agir d'un vulgaire loup et que surtout il n'a jamais été abattu. Déjà, les loups ne s'attaquent pas aux hommes, mais au bétail, pour se nourrir. Vous voyez bien dans les infos, dans les régions où l'on réintroduit le loup, le problème vient des éleveurs car leur bétail est tué par les loups, les humains n'étant jamais attaqués. Or, la bête du Gévaudan, ce soi-disant loup, ne s'attaquait qu'aux humains. De préférence les jeunes filles, suivies des jeunes garçons, suivies des femmes, plus rarement d'hommes. De plus, il ne tuait pas toujours pour se nourrir, mais uniquement pour tuer. Et quand cette bête avait néanmoins faim, elle délaissait tout de même le facile bétail à sa portée. Il vous faut aussi savoir qu'aucune bête dans le monde a mis autant de chasseurs sur le terrain pour la battre. On a des documents officiels où des battues pouvant monter à plus de 40 000 hommes. Vous entendez bien? 40 000 hommes. Menés par des chasseurs de loups expérimentés et qui n'ont jamais rien donné. Comment est-ce possible? La prime promise à celui qui tuerait la bête, plus de 10 000 livres d'argent par le roi Louis XV, était une véritable fortune pour celui qui la toucherait. Cette prime, hélas, a falsifié l'histoire. Quelles étaient les caractéristiques de cette bête sur la foison de témoignages que l'on a? Elle ressemble certes à un loup, mais bien plus grand. Surtout la tête, bien plus énorme, et la gueule aussi. Et, très important, une raie noire le long de son dos, jusqu'à sa queue, épaisse de 4-5 cm. Ça, c'est un élément très important que l'on relève dans de nombreux témoignages.
Elle a un poil roux ou des pattes épaisses et 6 griffes. Elle a une très longue queue. Le loup n'était nullement craint en pays de Gévaudan. Il est considéré comme craintif, effrayé au moindre coup du bâton, ou même d'un jet de pierre. Ils ne sont dangereux que la nuit, en meute, mais là les chiens veillent. Les loups sont persécutés, chassés, massacrés de toutes parts. La bête du Gévaudan fit sa première apparition relatée en juin 1764 à Lancogne. Elle s'attaque à une femme qui est avec ses chiens et mène un troupeau de vaches. La femme n'est sauvée que par le courage des vaches qui, avec leurs cornes, la défendent. Il faut bien comprendre que les vaches du Moyen-Âge n'avaient strictement rien à voir avec les nôtres d'aujourd'hui. Et elles ont sauvé de nombreuses personnes. Hélas, quelque temps après, on découvre le corps dévoré aux 3/4 de Jeanne Boulet, 14 ans, dans le hameau de Saint-Étienne de Lugares. Cela sera le début d'un périple sanglant dans la région du Gévaudan, qui est intégralement relaté dans le livre de Philippe Palem, qui, avec son talent de détective, il nous fait partager une enquête passionnante. Je vous donne un exemple. J'ai maintes fois lu concernant la bête du Gévaudan des exemples que je vais vous lire. L'espace autour de la vachère est vaste et dégagé. Rien ne peut échapper à sa vue. Et pourtant, comme née du néant, la bête fond sur elle, malgré ses chiens, qui se taisent, comme s'ils ne voyaient rien et ne sentaient rien. Dans un village, un garçon de 15 ans se rendant au puits se fait agresser par la bête. Un couple joue avec leur petit garçon en plein centre du village sur le pas de leur maison quand brusquement la bête surgit et tente d'emporter l'enfant. La bête agresse sur le parvis de l'église de la chapelle Saint-Laurent. Surgissant sur la place du village, le fauve s'attaque à 2 garçonnets. Tous ces exemples ont été recueillis dans des écrits différents, relevés soit par l'abbé Pourchet, un spécialiste de la bête, ou de bien d'autres. On peut les lire, vous allez les trouver dans plein de documents, dans plein de livres. Mais personne n'a vraiment réfléchi à la portée incroyable de ces témoignages. Sauf Philippe Palem, bien sûr. Il faut vous imaginer, on est en pleine tension dans le pays du Gévaudan, où la bête occupe tous les esprits, tous les dialogues, où chacun fait très attention. On ne relève pas de l'incroyable quand surgit cette bête qui non seulement se joue du flair des chiens, mais en plus attaque des humains en plein village. Même quand celui-ci est noir de monde, comme c'est le cas lors de messes dominicales. Si on reprend les 5 exemples que je vous ai donnés, l'espace autour de la vachère est vaste et dégagé. Donc, elle est vaste et dégagée. Un loup qui ressemble à un gros veau, franchement, ça se voit. Elle est en pays de Gévaudan, elle sait que la bête est là, rien ne peut échapper à sa vue, et pourtant, comme née du néant, cette phrase va revenir souvent dans les témoignages. La bête fond sur elle. Dans un village, un garçon de 15 ans se rendant au puits. Le puits dans un village, il est toujours au centre du village. Et là, la bête vient l'agresser, au centre d'un village. Vous vous rendez compte? Personne ne l'a vu rentrer. Un couple joue avec leur petit garçon en plein centre du village. Quand brusquement la bête surgit. D'où elle vient, cette bête? La bête agresse sur le parvis de l'église. Vous vous rendez compte? Le parvis de l'église, c'est un dimanche. Alors, il y a eu souvent des attaques le dimanche. Je ne dois pas aimer les curés. Mais il y a eu souvent des attaques le dimanche à la sortie de la messe. Vous imaginez? Il y a même une fois, elle est rentrée dans une église. Et le 5e exemple, surgissant sur la place du village. Le fauve s'attaque à 2 garçonnets. Vous imaginez? Alors que dehors, il y a des vaches, il y a des agneaux, il y a tout, c'est facile. Non, elle veut de l'humain. Alors évidemment, on touche un peu au paranormal, plus qu'à autre chose. Mais pouvait-on au XVIIIe siècle affirmer cela? Vous comprendrez en lisant ce livre que ces phénomènes ne se limitent pas à sa capacité extraordinaire à apparaître et disparaître, mais à bien d'autres. Comme par exemple une force hors du commun. Elle peut emporter dans sa gueule des adolescents, y compris en escaladant un mur. C'est juste impossible. Et en courant, un adolescent. 50 kilos quand même. Mais aussi, tenez-vous bien,
une faculté de télépathie, que l'on retrouve exactement à l'identique dans la bête du ranch de l'Utah. En effet, des enquêteurs aguerris se sont rendus là-bas, ranch de l'Utah, y compris des scientifiques. On en a fait un film. Hein. Et l'un d'eux a révélé être entré en télépathie avec la bête. Mais c'est le cas également avec la bête du Gévaudan. Alors que le risque à cette époque était bien plus grand de délivrer un pareil témoignage. Pourtant, Philippe Palem, dans son livre, a relevé 12 indices de télépathie dans les tonnes de documents qu'il a consultés pour écrire son livre. Mais il a aussi relevé, tenez-vous bien, 27 indices de champs bioplasmiques. Ah ah ah, Kezako. Un champ bioplasmique, c'est la capacité d'interférer, dans ce cas présent, avec l'esprit de la bête. Par exemple, un humain en ayant pris le contrôle. Alors évidemment, cela pourrait prêter à en sourire certains, surtout ceux qui se moquent en ne s'intéressant à rien et en enquêtant sur rien. Mais sachez tout de même que la science et les services secrets sont très friands des travaux sur les champs bioplasmiques. Je vais même vous révéler un secret. Comme ce n'est pas dans le livre de Philippe Palem, je m'autorise cela. Des scientifiques russes, l'histologiste Gurvitch en tête, ont réussi, tenez-vous bien, la contamination à distance de cultures de tissus sains par des cultures rendues pathologiques par un virus, grâce à ce qu'on appelle des guérisseurs. Vous savez, ces personnes qui dérangent la science car elles guérissent sans médicaments. Les biologistes russes parlent d'influence télépathique cellulaire. Bien évidemment, la recherche militaire a très rapidement compris ce que permettrait le développement maîtrisé de la transmission psychophysique des maladies. On est dans un domaine très proche des champs morphiques qu'explique à merveille Jacqueline Bousquet, dont vous trouverez 2 émissions sur cette même chaîne. Je ne sais pas si vous comprenez bien. On prend une culture, on la sépare, la même culture, hein, on la sépare, on la met dans 2 boîtes, ce qu'on appelle de boîtes de pétri, hein, pétri en biologie pour faire des cultures. Une, tout le monde est ça. Hein. L'une, on la rend malade avec un virus. Ok ? On prend un homme, un guérisseur, et il transmet cette maladie là, mais sans toucher les boîtes, sans rien du tout. Hein. Je ferai un jour une émission sur un guérisseur parce que j'en connais un de très très bon, juste absolument fabuleux. Quoi. Alors évidemment, je ne peux pas expliquer comment il fait, ce qu'il fait, mais il le fait. Et puis, je ferai aussi prochainement une émission bien spécifique hein, qui va vous étonner sur l'avancée de la médecine russe. Ça va être spectaculaire. Pour en revenir à ce merveilleux livre qu'il faut vous acheter, parce que je ne vais pas vous le spoiler parce qu'il est tellement bien, et Philippe a vraiment passé beaucoup de temps pour faire les recherches pour... vous apercevrez en le lisant que là, c'est vraiment des tonnes et des tonnes de documents qui ont été compulsés. Il a aussi relevé 25 indices de dimensions parallèles. Là aussi, aujourd'hui, les théories se succèdent presque tous les jours, aussi bien dans les domaines de l'astronomie, de la physique quantique, la mécanique quantique, sur ces univers parallèles. Il a aussi relevé 23 indices de bilocation, comme on en a vu un peu plus haut, avec cette capacité de surgir et disparaître de nulle part, et bien d'autres choses, avec bien d'autres bêtes. J'espère que ce livre vous fera plaisir. C'est vraiment le meilleur livre que j'ai lu sur ces bêtes, et notamment sur la bête du Gévaudan, et de très loin. On attend avec impatience le tome 2, dont là Philippe va s'attaquer aux bêtes de l'Afrique, dont les célèbres lions de Tsavos. Puis après, on attendra avec impatience les ovnis de Lucifer. Et il a encore un livre à écrire, et puis on le soutient. Merci Monsieur Palem, merci à tous de m'avoir écouté. À très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.